Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Internet regorge de sites proposant des alternatives écologiques à certains aspects de nos modes de vie. Tu trouveras, sans avoir à chercher bien loin, moult recettes de do-it-yourself pour limiter tes déchets, des astuces pour récupérer l'eau de pluie, consommer moins d'électricité et j'en passe. De la terre dans les épinards est une autre goutte d'eau dans cet océan d'informations. Mais alors, si on connaît les solutions pour agir, comment se fait-il que l'on peine à apporter un changement de mode de vie à la hauteur de l'urgence climatique ? Cette urgence est plus que jamais rappelée par le troisième volet du 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, paru le 4 avril dernier, qui indique qu'il nous reste 3 ans pour infléchir la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que le pic d'émissions doit être atteint au plus tard en 2025 pour pouvoir conserver un monde vivable. Et si notre cerveau avait sa part de responsabilité dans notre difficulté à aligner nos convictions et nos modes de vie ? J'avais déjà évoqué dans l'épisode sur la surconsommation la notion d'adaptation hédoniste qui est le concept d'épuisement dans le temps de la joie que l'on peut éprouver après avoir acheté quelque chose. Et qui, du coup, nous pousse à dépenser de l'argent pour, au final, consommer et ne pas se retrouver plus heureux ou malheureux qu'avant notre achat. Mais un peu plus pauvre tout de même. J'avais aussi abordé le sujet de la force de l'habitude qui nous permet de mettre en place une routine positive dans notre quotidien. Je voulais aussi évoquer, même si je n'en ai pas eu encore l'occasion, l'expérience de la gratification immédiate. À savoir, si on vous proposait 10 € maintenant ou 20 € dans 2 mois, que choisiriez-vous ? La raison nous dit « attends un peu » et pourtant, la tentation est forte de prendre tout de suite les 10 €. Une illustration financière en somme de « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Bref, autant d'éléments qui laissent à penser que c'est peut-être avant tout dans la tête que se joue notre transition écologique. Et puis l'autre jour, j'ai commencé à lire le livre « On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou » d'Anaëlle Sorigné, créatrice du blog La Révolution des Tortues. Elle défend l'idée que pour sauver notre planète, il est largement insuffisant de mettre en place des petits gestes au quotidien et qu'il faut changer en profondeur. Et là, au cours de ma lecture, j'ai enfin pu mettre un nom sur notre aveuglement cérébral. Alors, quand je dis que c'est dans la tête que ça se passe, c'est bien au sens littéral du terme. Je parle des biais cognitifs. Ces biais cognitifs sont des formes de raccourcis mentaux, très utiles pour survivre au temps de la préhistoire dans un environnement sauvage où la rapidité de la réflexion était essentielle, mais problématiques dès lors qu'il s'agit de réfléchir à la manière d'envisager l'avenir de notre planète, l'inconvénient de ces biais cognitifs étant qu'ils conduisent à des erreurs de raisonnement. Le troisième volet du 6e rapport du GIEC, évoqué plus tôt, mentionne d'ailleurs la distance prise par les individus à cause de ces biais cognitifs. Détaillons-en quelques-uns. Juste un petit aparté, je ne suis pas psychologue, donc il est possible qu'une coquille se glisse dans le descriptif de ces biais. Si c'est le cas, n'hésite pas à le signaler en commentaire, je t'en remercie par avance. Alors, il y a déjà le biais d'inertie. C'est un peu la peur de l'inconnu ou ce qui nous pousse à rester dans notre zone de confort. À rester dans notre situation même si elle nous est désagréable, en gros, c'est ce qui nous fait inventer 1001 excuses pour ne surtout pas tenter d'améliorer les choses. Un exemple ? Difficile de troquer sa voiture contre un vélo pour aller au boulot alors qu'il fait frais le matin. Contre les transports en commun, parce qu'on ne supporte pas d'être agglutiné avec d'autres dans le bus et que les horaires sont moins flexibles. Ou alors, compliqué de changer de boulot qui paie bien mais ne nous plaît pas contre un autre qui nous plaît mais nous paie moins. En gros, le biais d'inertie, c'est la porte ouverte aux excuses de toutes sortes et plus ou moins valables. Bah oui, mais en même temps, pour le coup du vélo, reconnais que c'est moins pratique. Non ? Et puis bah, ça pèle le matin, je voudrais t'y voir moi, tiens. Pédaler avec une doudoune et des moufles, hein ?
Ensuite, il y a le biais de confirmation. Alors celui-là, il est particulièrement terrible. C'est la tendance à filtrer les informations de sorte à ne retenir que celles qui vont dans notre sens. Parce que, ben oui, breaking news, on n'aime pas avoir tort. Du coup, on trouvera toujours une bonne justification à nos actions ou à notre système de pensée, même si on se trompe. Du genre, ah bah oui, j'ai lu ceci ou j'ai entendu cela, ou tel expert ou pseudo-expert a dit ça, donc du coup, c'est bon. Eh ben, pas forcément, non. C'est peut-être le biais de confirmation qui te joue des tours. Comme le dit Josh Kaufman dans son livre Le Personal MBA, déjà évoqué dans le premier épisode du podcast, paradoxalement, l'un des meilleurs moyens de savoir si vous avez raison ou tort est de rechercher activement des informations qui prouvent que vous avez tort. Évoquons maintenant le biais d'optimisme. Comme son nom l'indique, ça consiste à penser que de toute manière, les choses vont bien se régler. Après tout, on a été sur la Lune, on devrait bien pouvoir gérer un dysfonctionnement du thermomètre terrestre. En d'autres termes, c'est un peu aller dans le mur en se disant que le mur va disparaître avant qu'on l'ait atteint. Comment ? Alors là, aucune idée, mais franchement, t'inquiète pas, le mur là, aucun risque. C'est un peu en somme compter sur la technologie qui va bien nous sortir d'affaires au bon moment, alors que, ne l'oublions pas, cette même technologie est très gourmande en énergie et en ressources, qu'elle digère pour les ressortir sous forme de déchets, donc sous bien des aspects pas toujours compatibles avec un scénario durable. Enfin, il y a le biais de la gratification immédiate ou biais du temps présent. C'est celui qui te fait choisir une récompense proche plutôt qu'une récompense plus importante, mais à une échéance plus lointaine. C'est les 10 € que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi acheter quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin plutôt que de garder cet argent de côté pour un futur voyage. En bref, c'est privilégier le maintenant au plus tard. Il existe d'autres biais cognitifs, bien sûr, mais l'objet n'est pas de faire une liste exhaustive, d'autant qu'ils sont plutôt nombreux. Mais alors, quoi en faire de tous ces biais qui nous empêchent d'avancer ? Déjà, comme pour beaucoup de choses, faire preuve de bienveillance envers soi-même et les autres et ne pas culpabiliser parce que l'on est victime de l'un ou l'autre de ces biais, ce sont des mécanismes qui sont pour la plupart inconscients, qui nous conduisent à des raisonnements irrationnels et intuitifs et auxquels personne n'échappe. Ce qui n'empêche pas nécessairement de pouvoir prendre conscience de certains d'entre eux. Une analyse honnête de notre discours ou de notre raisonnement peut parfois nous faire admettre des réalités difficiles. On est parfois de mauvaise foi. Ouais, ok, de temps en temps, peut-être, je pousse un peu le bouchon de la mauvaise foi. Mais bon, dans l'absolu, j'ai quand même souvent raison, hein. Ou encore, on peut se rendre compte de la futilité de certains achats, se rendre compte qu'ils ne nous apportent pas grand-chose sur le plan épanouissement personnel, et donc recentrer notre consommation sur des choses plus essentielles. Il s'agit alors de faire appel à la métacognition, c'est-à-dire en gros de se poser en observateur de ses pensées ou de ses schémas mentaux. Un exercice pas toujours facile puisqu'il peut conduire par exemple à reconnaître que l'on a tort, ce que personne n'aime vraiment. Il est d'autant plus difficile de ne pas tomber dans le panneau des biais cognitifs que le marketing s'applique justement à les exploiter pour guider nos actes de consommation. C'est le principe du nudge, ou coup de pouce en français, qui peut être utilisé comme levier comportemental. Un article de YouMatter intitulé « Les nudges au service d'un mode de vie plus durable » est publié le 29 septembre 2020, évoque une étude qui aurait été réalisée en 2008 auprès de clients d'un hôtel pour étudier la possible utilisation de ces nudges pour faire adopter des pratiques plus écologiques. À titre d'exemple, l'une des expériences consistait à afficher dans les chambres un message informatif indiquant les économies réalisées par la réutilisation des serviettes de bain par les clients, ou un message normatif indiquant qu'une majorité des gens réutilisaient leurs serviettes de bain. Les clients ont été plus nombreux à réutiliser leurs serviettes dans le cas d'un message normatif, les individus ayant eu davantage tendance à se conformer à ce que faisait la majorité. L'utilisation des nudges verts,
ces coups de pouce utilisés pour orienter les individus vers des comportements écologiques sont donc des pistes sérieusement envisagées. Le site ecologie.gouv.fr, par exemple, leur consacre une page et cite quelques exemples de ces nudges verts, par exemple l'activation par défaut au sein du ministère de la Transition écologique de la case impression recto verso. Et oui, où ça va se loger. Ou encore le déploiement des compteurs Linky pour permettre aux gens de contrôler plus précisément leur consommation énergétique. Mais bon, les nudges ne sont pas non plus des outils parfaits, ils ne changent pas toujours les habitudes des individus sur du long terme, ils peuvent aussi avoir l'effet inverse de celui recherché et bien sûr, ils posent des questions éthiques puisqu'il s'agit tout de même d'influencer les individus. Alors du coup, avant même de penser au nudge, tâchons de réaliser une analyse critique de nos propres schémas de pensée. Peut-être que cela nous aidera à passer le cap pour réussir enfin à aligner nos modes de vie avec nos convictions écologiques. En complément de cet épisode, je te recommande la vidéo YouTube de La Psy qui parle, intitulée « Les 5 biais psychologiques qui menacent notre planète », ainsi que la lecture du livre « On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou » d'Anaël Sorigné, évoqué plus tôt. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner aux pages Instagram de La Terre dans les épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site de laterredanslesépinards.fr, bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires Insta ou Facebook ou par email s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés, et je verrai ce que je peux faire. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut!